Bienvenue à cette dernière séance de ce cycle sur les oxydes de métaux de transition et leur contrôle. Alors, la plupart du cours, toutes les séances précédentes ont porté sur les hétérostructures et les films minces d'oxyde et la manière dont, en jouant sur les contraintes et la nature du substrat, etc., on pouvait contrôler les fonctionnalités de ces oxydes. Aujourd'hui, on va ouvrir sur une thématique de recherche nouvelle qui s'est pas mal développée depuis une dizaine d'années et qui est bien différente, qui consiste à utiliser des impulsions lumineuses sélectives en énergie, comme vous allez voir, pour modifier de manière bien sûr transitoire les propriétés de certains matériaux. Donc ça rentre dans le cadre de quelque chose, bon, ça rentre dans un cadre très général qui est celui des expériences pompe-sonde sur les matériaux, ou pump probe en anglais. Mais en fait, c'est un domaine très vaste que je ne vais pas avoir le temps évidemment de décrire même superficiellement. Donc je vais me concentrer sur un aspect particulier de ce domaine, qui est l'utilisation de pompes, de faisceaux-pompes dans le domaine de l'infrarouge moyen pour contrôler des modes structurales, des modes de phonon en fait, du système. Alors avant de commencer, je voudrais bien sûr mentionner que, comme d'habitude, nous avons une partie séminaire, et que cette année, cette séance, il s'agit de Manuel Bibes, que je remercie d'avoir accepté de venir donner un séminaire sur le contrôle dans les hétérostructures d'oxyde par champ électrique. Donc ça, c'est un sujet dont on a un petit peu parlé lors du premier cours et puis après certains orateurs dans les séminaires. Mais c'est très bien, donc Manuel vient de nous parler de ça plus en détail pour ce dernier séminaire. Avant de commencer le cours, je voudrais aussi faire quelques petites annonces. Donc il s'agit bien du dernier cours de cette série, de 6 cours. Mais je voudrais annoncer que le mardi 13 juin, donc dans 2 semaines, on aura néanmoins un séminaire qui sera donné par Ole Eriksson de l'Université d'Uppsala, et ça sera un séminaire assez généraliste qui va donner une assez large vue sur comment est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de type théorie de la fonctionnelle de densité et les calculs de structure électronique pour rechercher certains matériaux ayant des propriétés données. Donc finalement, si je dirais un volet un peu Materials Informatics ou Materials Genome, si vous voulez, de ce cours. Donc Ole est un des spécialistes de ce domaine, et il va venir avec d'ailleurs aussi quelques jeunes de son équipe à cette occasion-là. On lui a demandé de donner un séminaire assez général sur ce sujet qui, je pense, peut intéresser pas mal de monde dans la communauté des matériaux, de la chimie du solide ou des calculs de structure électronique. Donc notez bien ça, donc Ole Eriksson, mardi 13 juin à 10h, à l'heure habituelle, disons, du cours. Une autre annonce que je voudrais faire, c'est qu'en regardant le site web de notre orateur d'aujourd'hui, Manuel, un site web très bien fait d'ailleurs, que je vous encourage à regarder, qui s'appelle Oxytronics, c'est un site sur WordPress, j'ai découvert que, ce que j'ignorais en fait, que Jacobo Santamaria, qui est à l'Université de Madrid, va donner aussi une série de cours sur les hétérostructures d'oxyde. Donc pour ceux qui n'en ont pas eu assez dans le contexte de ces cours-là, vous pouvez voir 4 cours, je crois, 4 séances, vous voyez, qui sont finalement, je pense, assez complémentaires au cours que j'ai donné ici. Donc ça a lieu sur le plateau de Saclay, ce qui est sans doute plus facile pour un certain nombre d'entre vous. Et ça commence le 6 juin, mardi 6 juin après-midi. Voilà, ça a lieu à CNRS Thalès, et je crois qu'il faut s'inscrire pour pouvoir entrer, c'est ça, Manuel? Il faut envoyer un mail, mais l'accès est voilà. pour cette salle. Voilà, d'accord. Il faut envoyer un mail, et tout est sur le site web. Bon, alors, je vais donc commencer le cours. Ce cours va être un peu illustratif, hein. Ça ne va pas être un cours ni très théorique, ni qui entre très dans les détails. Donc, comme on l'a vu au cours des 5 premières séances, il y a toutes sortes de techniques très intéressantes qui se sont développées, je dirais, depuis une quinzaine d'années,
pour contrôler les propriétés des oxydes dans ces hétérostructures ou films minces sous contrainte, possibilités qui sont ouvertes par le développement des techniques de fabrication qui sont à l'origine, je dirais, issues de la physique des semi-conducteurs, mais qui ont été appliquées aux oxydes vers la fin des années 90, le début des années 2000, avec maintenant des qualités d'échantillons qui sont tout à fait remarquables. On a vu des exemples en particulier assez spectaculaires, par exemple dans plusieurs des séminaires et des cours. Souvenez-vous, la semaine dernière, par exemple, le séminaire de Darrell Shlom, qui a montré vraiment des exemples magnifiques d'hétérostructures, même 1-1. Alors aujourd'hui, on va regarder quelque chose d'un peu différent, qui est la manière d'agir sur la structure du matériau avec des pulses lumineux. Donc je dirais, l'idée de base, c'est que comme on l'a vu de manière répétée au cours de ces séances, la structure d'un matériau contrôle ses fonctionnalités à travers, en particulier, l'impact de sa structure sur la structure électronique. Donc on a vu de très nombreux exemples de ça au cours de ces cours et de ces séminaires. Juste un exemple dont on a parlé plusieurs fois. Je le cite là parce qu'il va revenir dans la suite de ce cours assez rapidement. Si vous prenez une perovskite avec ces distorsions orthorhombiques, par exemple, donc souvenez-vous du cours 2, où on était passé en détail sur tous les différents types de distorsions qu'on pouvait rencontrer dans les perovskites, vous vous souvenez que quand une perovskite est distordue, elle a tendance à aller plus vers l'isolant à cause de la réduction de la largeur de bande d'une part, mais surtout à cause de la levée de dégénérescence des états au sein d'un multiplet donné, T de G ou EG. En revanche, quand on commence à se rapprocher d'une structure, disons, plus cubique, pas nécessairement complètement cubique, mais plus cubique, on va avoir tendance à aller vers un métal. On a vu des exemples, par exemple, strontium VO3 est un métal cubique avec une configuration D1. Donc, la structure, clairement, contrôle la fonction du système. Et l'idée de ces expériences à l'aide de pulses lumineux résonnant en énergie avec certains modes structuraux, c'est est-ce qu'on pourrait, à l'aide d'un de ces pulses, de manière transitoire, faire basculer la structure dans un état qui n'est pas un état d'équilibre, mais qui est un état qu'on peut stabiliser, qui est peut-être un état d'un minimum voisin d'énergie, pas très loin de la structure d'équilibre, éventuellement séparé par une grande barrière, mais avec une différence d'énergie pas trop petite, donc un état voisin. Et on a vu que dans ces matériaux fortement corrélés, typiquement, il y avait beaucoup d'états en compétition. Donc c'est pour ça que ce genre d'expérience peut être prometteur dans ce contexte. Est-ce qu'on peut faire basculer cette structure dans une structure transitoire qui va avoir des propriétés différentes de la structure d'équilibre et qui ne serait pas possible de réaliser, ou tout au moins pas de manière simple, à l'équilibre thermodynamique, disons, dans le laboratoire du chimiste. Donc c'est ça l'idée. Alors évidemment, ça nécessite deux choses. Ça nécessite des pompes, donc des pulses lumineux qui permettent d'adresser certains modes structuraux particuliers. Je vais y revenir tout de suite. Et puis ça nécessite également d'avoir une sonde qui soit une sonde résolue en temps. Donc il y a l'aspect pump et il y a l'aspect probe, si vous voulez. Une sonde résolue en temps qui permette de voir des choses sur la physique de cette structure transitoire stabilisée pendant un certain temps, qui va typiquement être bref, qui va être se mesurer, disons, en picosecondes en général. Voilà. Alors évidemment, l'idée, c'est que si on peut faire basculer le système dans un état qui est séparé de l'état original, par exemple par une mesure de symétrie ou par une transition de phase, on peut peut-être stabiliser cet état sur des durées beaucoup plus grandes. Ça, c'est aussi une possibilité à garder en tête. Voilà. Alors ça, c'est l'objet il y a pas mal de gens qui travaillent dans ce domaine. En ce qui me concerne, c'est l'objet d'une action collaborative de l'ERC qu'on a avec Andrea Cavalieri au Max Planck de Hambourg, qui a été un des grands pionniers de ces choses,
Dieter Jagd et Jean-Marc Trescon à Genève. Jean-Marc, que vous avez écouté lors du premier séminaire de cette série de cours. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce type d'expérience s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général, qui serait l'objet de tout un cycle de cours, donc je mentionne juste, disons pour mémoire, qui est les spectroscopies pompe-sonde, ou pump-probe spectroscopies en anglais. Donc l'idée générale, disons, de ces spectroscopies pompe-sonde, ou de ces expériences pompe-sonde, c'est qu'on envoie une impulsion lumineuse, typiquement une impulsion femtoseconde laser, et elle fait quelque chose au matériau qui est ici, et puis très peu de temps, avec un petit délai, très peu de temps après le faisceau pompe, on envoie un faisceau sonde, et on mesure quelque chose de manière dynamique, résolue en temps. Alors, le type de sonde qu'on peut mettre en œuvre dans ce type d'expérience, ça peut aller de choses relativement simples, comme la mesure du spectre optique transitoire, donc typiquement la réflectivité du système, qu'on sait assez facilement mesurer dans le domaine temporel. Mais ça peut être des choses plus sophistiquées, hein, comme par exemple une expérience de photoémission résolue en temps. Donc il y a par exemple une expérience comme ça sur le plateau de Saclay, à Soleil et au LSI de l'École Polytechnique, qui est menée par Luca Perfetti. Il y a plusieurs groupes qui font ça dans le monde. Ou bien on peut penser par exemple, c'est un domaine qui n'est pas encore très développé, mais qui demandera à se développer, c'est intéressant, du Raman résolu en temps, par exemple. Une autre chose qu'on va vouloir savoir, c'est comment la structure du système, si ce faisceau pompe change la structure du système, comment est cette structure changée en fonction du temps, donc quelle est l'évolution dynamique de la structure. Et là, il y a des instruments magnifiques et très chers qui permettent de faire ça maintenant, qui sont les lasers à électrons libres. Je vais y revenir un petit peu dans la suite. Voilà, donc un contexte très général. Et pour ceux qui s'intéressent à une présentation, disons en termes presque grand public de ce sujet, vous pouvez regarder un article de revue qui commence à être un peu daté, parce que ce sujet avance très très vite, de Joe Orenstein, de l'Université de Berkeley, bon, il y a une faute de frappe ici, dans Physics Today, il y a 5 ans, sachant que ce sujet a déjà pas mal évolué, en fait, depuis cet article. Alors, pour être un petit peu plus précis, regardons un petit peu quelles sont les échelles d'énergie ou les échelles de longueur d'onde caractéristiques qui sont à l'œuvre dans un solide. Donc ça, c'est un spectre assez large que j'ai extrait de cet article de revue ici. Et vous voyez que les échelles d'énergie qui sont mises en œuvre sont des échelles d'énergie qui couvrent pas mal d'ordres de grandeur. Donc évidemment, ici, vous avez, disons, les échelles de l'ordre de 1 à quelques électronvolts qui vont être dans le spectre visible, qui vont correspondre au spectre visible. Quelques électronvolts, ça va être le temps typique, les énergies typiques, comme on l'a vu à de nombreuses reprises au cours de ce cours, des excitations électroniques du système. Alors en termes d'échelle de temps, ça correspond à des échelles de temps, donc on convertit une énergie en un temps en utilisant E égale h nu et la constante de Planck, et donc ça va correspondre à des temps qui vont être typiquement de l'ordre de la femtoseconde, donc 10 puissance moins 15 secondes, donc des énergies très très rapides. Alors si maintenant je regarde des échelles de temps beaucoup plus lentes, puisque j'ai parlé de modes structuraux, il va falloir que je m'intéresse aux modes, donc aux fréquences typiques de phonons dans ces systèmes. Alors dans un système où il y a n atomes par cellule unité, il y a deux types de modes. Il y a 3 n modes de phonons dans un système qui a n atomes par cellule unité. Et parmi ces 3 n modes, il y a 3 modes acoustiques et 3n-3 modes optiques. Alors les modes acoustiques, ils ont bien sûr une fréquence aussi basse qu'on veut, ça dépend de leur longueur d'onde. Les modes optiques, ils sont dans une gamme d'énergie qui est typiquement dans l'infrarouge moyen, donc quelque chose qui, en termes d'énergie, donc vous voyez c'est ici, les phonons, disons, optiques, vont être typiquement de l'ordre de quelques milliélectronvolts à quelques dizaines
de milliélectronvolts. Donc on va être dans le domaine, disons, de quelques térahertz à l'infrarouge moyen. Alors ça distingue clairement deux types d'expériences pompe-sonde. Des expériences pompe-sonde où on va envoyer une excitation du système avec un pulse qui va être plutôt un pulse dans le domaine de l'infrarouge, voire même presque du visible. Donc c'est ce que j'appellerais dans ce contexte des excitations de haute énergie du système, puisque clairement, comme ces énergies vont résonner avec les excitations électroniques, ce que ce type de pulse va faire, c'est qu'il va chauffer les électrons du système, agir en premier lieu sur les électrons, et puis ensuite, c'est le transfert d'énergie entre ce bain d'électrons chauds et les phonons du système qui va provoquer une relaxation électronique, une relaxation de l'ensemble du système et exciter les modes structuraux, éventuellement de manière cohérente. Alors ça, c'est un type d'expérience qui est beaucoup plus répandu, je dirais, dans le monde. Pourquoi? Parce que, à l'aide de différents types de techniques, en particulier les techniques de chirp pulse amplification, que je ne connais pas bien, c'est la physique des lasers, on a pu, depuis déjà une vingtaine d'années, faire des lasers très stables, titane-saphir par exemple, dans ce domaine d'énergie. Et donc 1,5 eV, c'est l'énergie typique de beaucoup de ces expériences pompe-sonde. Alors le problème, enfin un aspect qu'il faut garder en tête de ce type d'expérience, c'est que donc on va avoir un chauffage des électrons, typiquement à plusieurs milliers de Kelvin. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les expériences de photoémission résolues en temps, puisqu'on peut par exemple suivre la distribution des électrons chauffés au-dessus du niveau de Fermi. À plusieurs milliers de Kelvin, il y a une fraction substantielle des électrons au-dessus du niveau de Fermi qu'on va pouvoir voir relaxer dans les expériences de photoémission. On va pouvoir même faire de la thermométrie du système de cette manière. Et puis ensuite, une relaxation du système vers des modes de phonons qui vont être typiquement excités, comme ce cartoon ici le représente, de manière très incohérente, mais éventuellement avec quelques phonons qui sont excités de manière cohérente et qui durent longtemps dans le temps. Donc il y a beaucoup d'articles sur ce sujet, des très belles choses ont été faites par ces méthodes. Par exemple, pour juste citer un exemple, ce type d'expérience permet de remonter à une mesure de l'interaction électron-phonon dans les supraconducteurs. Alors comment est-ce qu'on peut remonter à l'interaction électron-phonon? C'est justement en suivant la relaxation de ces électrons chauds vers le bain de phonons. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pas mal développé par Martin Wolf à Berlin et Luca Perfetti également, en particulier quand il était à Berlin. Alors, je ne vais pas parler de ce type d'expérience-là, parce qu'encore une fois, ça serait l'objet de tout un cours. Je vais parler d'un type d'expérience qui est dans un domaine d'énergie beaucoup plus bas, donc typiquement quelques dizaines de milli-eV, jusqu'à une centaine de milli-eV, donc je dirais le domaine de l'infrarouge moyen, où on va cette fois exciter, tout au moins peut-on le penser, directement des modes structuraux du système. Donc l'idée, c'est, pour le dire de manière imagée, c'est de prendre l'échafaudage et de secouer l'échafaudage, et pas de secouer les électrons qui sont autour en première approximation, qui vont suivre la manière dont on change la structure. Et on peut faire ça de manière sélective, c'est-à-dire qu'on ne secoue pas l'échafaudage globalement, mais on va aller, avec une pompe bien choisie, exciter une barre particulière ou un mode, disons, collectif, une coordonnée collective des modes élastiques de cette structure. Donc c'est ça l'idée générale. Alors, pour faire ça, je suis totalement incompétent pour vous parler des pompes appropriées, mais fort heureusement, il y a eu ici 4 cours par Andrea Cavalieri au mois de février, pour ceux qui étaient là. Et ça utilise différentes techniques, donc essentiellement des techniques d'amplification paramétrique optique et de génération de différences de fréquences qui permettent de construire des pompes avec des fluences relativement grandes,
dans le domaine terahertz et infrarouge moyen. Voilà. Bon, un des pionniers clairement de cette méthode, c'est Andrea, dont vous avez eu les cours au mois de février, et un certain nombre de choses que je vais dire aujourd'hui, il faut bien le dire, reprennent certaines des choses dont vous avez déjà entendu parler lors de son dernier cours, mais avec un point de vue qui sera peut-être un peu plus celui d'un théoricien. Il y a encore relativement peu d'expériences dans le monde qui utilisent ces pompes sélectives dans le domaine de l'infrarouge moyen, et c'est sûrement quelque chose qui demande à être développé dans d'autres groupes. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à mon avis. Alors, je vais commencer par vous montrer une des premières expériences qui maintenant commence à être assez ancienne, donc vous voyez 10 ans en fait, qui a été faite en utilisant ce type de pompe. Donc il s'agit de cet article ici de Matteorini et collaborateurs. Andrea, le dernier auteur de cet article, il était à Berkeley à l'époque, ou peut-être déjà à Oxford. Cet article concerne une manganite qui a été soigneusement choisie pour faire cette expérience pour différentes raisons. Donc c'est la composante praséodymium 0,7, calcium 0,3 et MnO3. Donc une manganite distordue ici. Alors je ne vais pas revenir, on en a d'ailleurs peu parlé au cours de ce cours, mais on va peut-être en entendre parler aujourd'hui, je ne sais pas, sur le diagramme de phase des manganites. Vous vous souvenez que c'est des matériaux qui ont des diagrammes de phase très très complexes, avec typiquement des phases ferromagnétiques, des phases isolantes, des phases métalliques, des phases avec de l'ordre de charge. C'est un des oxydes qui a un diagramme de phase les plus complexes et qui a été énormément étudié à cause des propriétés de magnétorésistance colossale. Mais là, au contraire, on a choisi cet exemple de PCMO, donc en abrégé, praséodymium calcium, parce que c'est un matériau qui, lorsqu'on le regarde tout au moins sans pression et sans champ magnétique, est un matériau qui, quelle que soit la concentration entre praséodymium et calcium, ne présente pas de phase métallique. Un matériau dont toutes les phases ici sont isolantes. Alors il y a un diagramme de phase assez compliqué en fonction de la concentration relative, mais vous voyez ici on a un isolant ferromagnétique, on a un isolant avec ordre de charge, un isolant probablement avec ordre de charge antiferromagnétique, mais toutes ces phases sont isolantes. Et l'idée c'est, est-ce qu'on peut, en secouant l'échafaudage, faire passer ce système dans une phase métallique. Et quel est le mécanisme? Alors en fait, je disais que ce matériau n'a pas été choisi au hasard, donc il a été choisi de manière à ce que dans son diagramme de phase d'équilibre, il n'y ait pas de phase métallique voisine. Donc ce n'est pas juste une petite transition comme ça, où on passe d'une phase à l'autre, ça serait déjà intéressant. Mais en réalité, il y a quand même une phase métallique pas très loin. Ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Voilà donc à la glorieuse époque de l'étude intensive des manganites, un article, je pense, du groupe de Bell Labs, qui montrait que dans ce matériau, eh bien, on pouvait induire une transition isolant-métal en fonction de la pression. Donc, comme vous avez vu plusieurs fois dans ce cours, c'est toujours bon signe d'avoir des matériaux qui répondent fortement à la pression. Ça nous dit que quand on va hétérostructurer le système ou le mettre sous contrainte dans des films minces, ou dans ce cas-là le secouer, on va peut-être pouvoir induire des transitions de phase intéressantes et des réponses de grande amplitude. Donc ce matériau, il a quand même une phase métallique, disons un peu cachée, pas loin, et elle peut aussi être stabilisée par champ magnétique. Alors voilà l'expérience. Donc l'expérience, elle consiste à envoyer sur ce matériau un pulse lumineux qui se trouve être résonant avec un certain mode de phonon. Et en gros, ce mode de phonon, c'est le mode qui consiste à secouer les octaèdres d'oxygène de cette manière. Donc voilà une expérience d'optique toute simple. Non, pardon, ça c'est autre chose. Il existe un mode de phonon dans ce système qui correspond à secouer ces octaèdres d'oxygène à une énergie qui est autour de 70 millieV. Alors voilà l'expérience qui est représentée ici.
Donc on envoie ce pulse femtoseconde à une énergie d'environ 70 millieV, donc ça c'est la pompe, et on mesure le changement de réflectivité du système de manière résolue en temps. Donc vous voyez l'expérience ici. Ce qui est représenté ici, c'est la différence de réflectivité du système mesurée à 800 nanomètres, et ça c'est important pour la suite, souvenez-vous-en, mesurée à 800 nanomètres en fonction de la différence de temps, du delay, entre la pompe et la sonde. Et donc vous voyez que la pompe arrive, on secoue le système, et puis il y a eu un changement de la résistivité du système, qui est disons, de la réflectivité du système, qui est, disons, une fraction de %. Alors ça, ce qui est représenté là, c'est le changement de réflectivité en fonction de la fréquence sonde avec laquelle on mesure la résistivité. Et ce que vous voyez ici, c'est une réflectivité du système qui baisse, ce qui veut dire une conductivité optique, si vous voulez, qui baisse. Et il faut se souvenir que dans ce système, que cette mesure elle est faite à 800 nanomètres. Si vous regardez le spectre optique de ce système en fonction de la fréquence, donc cette fois c'est sigma 1, c'est la conductivité optique en fonction de la fréquence, vous voyez que dans le domaine d'énergie ici, qui est au-dessus de 0,8 eV, donc quand on commence à entrer, disons, dans le visible, vous voyez que dans ce système, lorsque le gap se forme, donc quand on refroidit le système, on a le gap isolant qui se creuse, et il se creuse par transfert de poids spectral vers les hautes énergies. D'accord ? Donc, en fait, une augmentation de la conductivité optique signale dans ce domaine de fréquence, donc mesuré ici, signale un système qui devient plus isolant. D'accord ? Alors vous allez me dire pourquoi se compliquer la vie avec une mesure dans un domaine d'énergie qui est relativement élevé? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une mesure directe de la conductivité à basse fréquence, à fréquence nulle, la conductivité du système, pour montrer qu'il a basculé dans une phase isolante? Alors effectivement, cette mesure a été faite, ce qui est assez remarquable si vous y réfléchissez, puisqu'il faut mesurer ce changement de résistivité du système sur des échelles qui sont de l'ordre de la nanoseconde et même de la centaine de picosecondes. Et donc ce que vous voyez ici, c'est avec de l'électronique ultra rapide, la pompe arrive et la conductivité, cette fois on parle bien de la conductivité essentiellement d'essai du système, augmente par, ici vous voyez, plusieurs ordres de grandeur. Ensuite, l'électronique a des ringing, là, mais oubliez ça. Ce que vous voyez ici, c'est que sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de plusieurs nanosecondes, la résistivité du système a considérablement diminué, ou sa conductivité est considérablement augmentée. Donc, à la fois la sonde optique et la sonde de résistivité d'essai suggèrent qu'on a bien fait basculer le système en excitant ce mode de phonon d'un régime isolant à un régime métallique. Donc on a fait basculer cette perovskite qui n'a pas dans son diagramme de phase d'équilibre, tout au moins sans pression et sans champ magnétique, de phase métallique. On l'a fait basculer dans une phase métallique et on a vu qu'il y avait une phase métallique pas très loin quand même dans le diagramme de phase de ces systèmes et qui ne pouvaient pas être stabilisés en l'absence de pression et de champ magnétique. Alors, ce phénomène, il faut quand même vérifier qu'il est effectivement résonant, que ce n'est pas quelque chose qui est du chauffage du système, par exemple. Donc, ça, c'est une des choses qui est quelquefois dite comme une critique de ce domaine, c'est-à-dire, bon, finalement, vous envoyez des pompes, vous dites que vous excitez sélectivement un mode de phonon, mais on pourrait imaginer que tout ce que vous faites, c'est de chauffer le système. Et donc, voilà la réponse, au moins une des réponses à cette question. Ce que vous voyez ici, c'est le changement de réflectivité mesuré dans l'expérience d'optique pompe-sonde en fonction de la fréquence de pompe du phonon excité.
Et donc vous voyez que le phénomène est bien résonnant avec une certaine fréquence qui est autour de 73-72 millieV, et que si on excite le système avec des fréquences beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites ou beaucoup plus grandes, eh bien il ne se passe rien. Donc c'est bien quand même une excitation sélective du système. Bon, alors, maintenant qu'on a regardé, disons, les faits expérimentaux pour cette manip, qui était un peu une manip pionnière du domaine, on peut se poser la question suivante. Vous voyez que ces résultats expérimentaux soulèvent quand même des questions assez intrigantes. La première chose, c'est qu'il faut se souvenir que la lumière ne couple qu'à des modes qui ont un moment dipolaire. Ne couple de manière directe, au premier ordre, qu'à des modes qui ont un moment dipolaire. Et effectivement, le mode qui consiste dans une pérovskite à monter l'octaèdre ou baisser l'octaèdre de cette manière, c'est bien un mode qui va induire un moment dipolaire. Ce qu'il y a, c'est que c'est un mode qui ne va pas changer la structure locale du système. Les modes dont j'ai beaucoup parlé au cours 2 et dont on a souvent entendu parler dans cette séance de cours, qui sont des modes où on fait tourner les octaèdres ou des modes où on les fait tilter, d'accord ? Ce sont des modes qui clairement n'induisent pas de moment dipolaire. Comme je vais le dire dans quelques instants, c'est des modes qu'on verrait en spectroscopie Raman, mais ce n'est pas des modes qu'on verrait directement en spectroscopie optique au premier ordre. Or, ce sont les modes qui sont importants pour changer la fonctionnalité du système en première approximation. Donc, comment est-ce possible qu'en excitant un mode qui est un mode dipolaire actif, on change des propriétés du système d'une manière qui fait pas mal penser à ce qu'on observe quand on agit sur les modes structuraux qui sont des modes dipolaires inactifs. Ils seraient rarement actifs, mais dipolaires inactifs. Donc, c'est ça, si vous voulez, la question intrigante, c'est comment est-ce que c'est possible. Alors, un tout petit peu plus de choses sur ce que fait la lumière dans un solide. J'ai un peu par paresse emprunté ces slides sur le web à l'exposé qui est référencé ici. Donc juste quelques rappels très, très rapides sur ce que je viens de dire. Donc la lumière couple de manière linéaire au moment dipolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais une expérience d'absorption optique ou de conductivité optique ou d'ellipsométrie, typiquement, on envoie un photon et on excite une transition électronique. Et les transitions électroniques, donc ça va être une excitation particule-trou, disons, et cette excitation électronique, pour pouvoir être excitée de manière directe, il faut qu'elle ait un moment dipolaire. Donc en conductivité optique, on va voir des pics de phonons. Ces pics de phonons sont des phonons qui ont un moment dipolaire. Si vous voulez voir des modes de phonons par une expérience sonde qui n'ont pas de moment dipolaire, donc comme ces modes de rotation par exemple, il faut faire une expérience de diffusion inélastique de la lumière. Donc une expérience Raman, photon in, photon out, où on envoie un photon et on observe le photon diffusé. Et effectivement, dans une expérience de ce type, on va mesurer la polarisabilité induite par le photon, et donc il y a une réponse au deuxième ordre en A carré, qui va être visible par effet Raman. Donc c'est pour ça que dans la suite, je vais parler de modes dipolaires actifs, c'est les modes qui ont un moment dipolaire, et puis des modes Raman actifs ou de modes Raman, qui sont les modes qui n'ont pas de moment dipolaire, et retenez que c'est le type de mode dont on a beaucoup parlé dans ce cours, qui sont les plus intéressants pour changer les propriétés du système. Alors l'idée, le mécanisme qui a été proposé pour interpréter ces expériences et pour résoudre cette question intrigante que je soulevais tout à l'heure, c'est cette idée de phononique non linéaire. C'est une idée qui a été proposée par Michael Furst, Roberto Merlin, Andrea Cavalieri et d'autres auteurs dans ce papier de Nature Physics il y a 6 ans maintenant, et qu'on a converti avec Alaska Subedi dans une théorie qui à la fois est basée sur des principes de symétrie et aussi sur des calculs ab initio qui permettent de rendre cette idée prédictive pour un matériau donné.
Et donc l'idée, c'est l'idée suivante, c'est qu'effectivement, vous excitez avec votre pompe des phonons dipolaires actifs. Donc j'ai représenté ici, j'ai emprunté ce cartoon à Alaska. Vous voyez ici l'excitation de ces modes où on secoue les octaèdres. Et l'idée, c'est que si ce mode a un couplage non linéaire suffisamment fort avec des modes Raman actifs, donc les modes qui nous intéressent, le stretching des octaèdres, les modes Jahn-Teller, ou les modes de rotation, ou les modes d'inclinaison, eh bien, effectivement, l'excitation de ce mode dipolaire actif va induire une déformation du système selon un ou plusieurs de ces modes Raman actifs. C'est ça l'idée de base. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu... Je vais passer sur ça parce que je vais vous montrer quelque chose. Je vais revenir sur ces slides. L'idée, elle est représentée ici, tout simplement. C'est le fait qu'on a deux oscillateurs couplés, un qui a une fréquence plus rapide que l'autre, donc typiquement le mode infrarouge actif dipolaire a une fréquence plus rapide que le mode Raman. Et on fait osciller autour de sa position d'équilibre en l'excitant avec la pompe le premier oscillateur. Et à cause du couplage non linéaire qui existe avec cet oscillateur de plus basse fréquence, on va déplacer la position d'équilibre du phonon Raman. Donc vous avez peut-être déjà vu ce genre de petit device où on excite un pendule et puis il y a le pendule d'à côté qui se met comme ça. Donc ce n'est pas qu'on excite une oscillation du pendule d'à côté, c'est qu'on va vraiment le déplacer, on va lui donner une nouvelle position d'équilibre. Donc c'est ça l'idée. Alors comment ça marche ? Je vais revenir là-dessus. Comment ça marche dans un vrai matériau? Donc, voilà le type de calcul qu'on peut faire pour voir si cette idée est raisonnable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer tous les phonons du système. Donc ça, on peut faire ça par des méthodes de théorie de la fonctionnelle, de méthodes de calcul de structure électronique basées sur la théorie de la fonctionnelle de densité, soit en réponse linéaire, soit en déplaçant les atomes, méthode de type frozen phonon. Et donc on va calculer tous les modes propres, tous les 3n modes propres du système, et on va donner un déplacement fini à la coordonnée collective qui représente le mode propre qu'on excite. Donc dans le cas de ce PCMO ici, en fait ça c'est un calcul pour être tout à fait honnête, c'est un calcul pour PMO, sans le calcium, par simplicité. Donc Alaska a calculé tous les phonons de ce système, et puis il a regardé quels étaient les phonons dipolaires actifs qui étaient dans le domaine d'énergie de la pompe utilisée, donc autour de 70 milliélectronvolts, et il en a trouvé un qui était un bon candidat, parce qu'il correspondait effectivement au shaking des oxygènes, qui est ce mode de symétrie B1U. Donc, c'est un mode qui possède un moment dipolaire. On donne un déplacement aux atomes qui correspond à une certaine amplitude de ce mode collectif. Donc, c'est la valeur du Q qui est ici. Donc, Q égale 0, c'est quand on ne déplace pas les atomes. Et Q non nul, c'est quand on donne un certain déplacement aux atomes. Et puis, pour cette nouvelle structure, on calcule l'énergie du système en fonction de la coordonnée collective de tous les autres modes Raman du système. Donc c'est beaucoup de calculs. Et ce que vous voyez ici, c'est l'énergie en fonction de la coordonnée d'un mode Raman particulier, mais cette surface d'énergie a été calculée pour plein d'autres modes, pour un déplacement donné, une amplitude donnée fixée du mode infrarouge actif excité. D'accord ? Et elles se croisent toutes à zéro juste parce qu'on a ramené toutes ces courbes à zéro. Et bien évidemment que c'est une surface d'énergie. Pour les représenter commodément ici, on a ramené tout à l'origine parce qu'on ne voulait pas, dans ce graphe, s'intéresser particulièrement à la manière dont l'énergie change en fonction de l'amplitude du mode infrarouge actif, mais c'est bien entendu calculé aussi. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, quand vous donnez une amplitude finie à ce mode dipolaire actif, eh bien, vous changez le paysage d'énergie en fonction de la coordonnée du mode Raman actif. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui va être le cas pour beaucoup de modes Raman. Pour beaucoup de modes Raman, eh bien, quelle que soit la valeur de QB1U, tout au moins raisonnable,
la courbe va rester autour de la courbe rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couplage non linéaire fort entre ces deux modes. En revanche, pour certains modes Raman, on trouve qu'il existe un couplage non linéaire fort. Et donc là, on représente un de ceux pour lesquels le couplage linéaire est le plus fort, et il se trouve que ce mode correspond à une rotation des octaèdres d'oxygène selon l'axe C. Donc vous voyez l'axe C ici est perpendiculaire au plan de la slide, et ce qu'on trouve, donc ce mode Raman AG, qui donc AG, ça veut dire qu'il se transforme selon la représentation identité du groupe de symétrie ponctuelle. Et donc vous voyez que ce mode, comme vous le voyez peut-être sur ce dessin, il est tel que pour Q positif, on défait un petit peu les rotations, donc on va un petit peu plus proche de la structure cubique, alors que pour Q négatif, on augmente un peu les rotations, donc on s'éloigne encore un peu plus de la structure cubique. Et ce que vous voyez ici, clairement, sur ce graphe, c'est que quand on donne une amplitude finie au mode qui est pompé, eh bien, on a tendance à déplacer le minimum de la surface d'énergie vers un nouveau minimum, qui serait donc ici pour la courbe violette, qui correspond à Q positif. C'est-à-dire un nouveau minimum dans lequel la structure a été changée vers une structure un peu moins déformée, donc où la relation selon l'axe C est un peu plus petite et où les angles manganèse, oxygène, manganèse sont un petit peu plus proches de 180 degrés. Donc c'est ça ce que montre ce calcul. Alors on peut être maintenant un peu plus précis et décrire la dynamique de ce système dans une approximation super simple, extrêmement rudimentaire, où on retiendrait juste la dynamique de ces deux oscillateurs. Donc c'est Mechanics 101. On fait un fit de cette surface d'énergie en fonction de ces deux coordonnées, et puis on résout les équations de la mécanique avec un oscillateur forcé pour l'oscillateur infraréactif B1U. Alors ça, c'est très facile parce qu'en fait, cette surface d'énergie, elle a une paramétrisation extrêmement simple, à basse, évidemment, pour les déplacements pas trop grands. On trouve que cette surface d'énergie, en fonction des deux coordonnées, donc là, j'ai écrit de manière un peu générale, ça, c'est le mode qu'on pompe, le mode infraréactif, ça, c'est le mode qu'on excite, le mode Raman actif. On suppose qu'on considère qu'un seul mode Raman actif fortement couplé. Donc il y a mes deux oscillateurs. Encore une fois, ça, c'est le mode rapide, et ça, c'est le mode plus lent. Il y a des couplages non linéaires de ces oscillateurs à eux-mêmes, qui ne vont pas jouer un rôle absolument crucial. Et puis, il y a un plan très important ici, qui est le couplage non linéaire du mode infrarouge au mode Raman. Alors, j'insiste sur la forme de ce couplage. Donc, la forme de ce couplage, c'est lui qui décrit le fait que quand on donne une valeur finie à QIR, donc qui est ici QB1U, on peut déplacer le minimum dans une direction ou dans l'autre. Alors, j'insiste sur la forme de ce couplage. D'abord, évidemment, l'énergie doit être un scalaire. Donc, il faut que ce couplage soit autorisé par symétrie, soit bien scalaire. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est effectivement le cas, étant donné la symétrie de ces deux modes. D'autre part, il y a aussi des considérations de symétrie qui font que, effectivement, le seul couplage possible pour le mode infrarouge doit commencer en Q carré. Ça, c'est parce que, comme le mode infrarouge est un mode qui brise la symétrie de la structure, eh bien, les déplacements plus Q et moins Q correspondent à des énergies identiques du mode de la structure, et donc on ne peut avoir qu'un couplage en Q carré. En revanche, comme le mode Raman considéré ici se transforme comme la représentation identité du groupe ponctuel, les modes plus Q et moins Q ne sont pas reliés l'un à l'autre, et donc un couplage linéaire en Q est autorisé. Donc le premier couplage non linéaire autorisé, il est de la forme Q Raman, Q carré infrarouge. Bon, alors, donc, une fois qu'on a admis ça, on peut vérifier, donc on peut faire un fit de cette surface d'énergie à cette formule simple, et on peut extraire tous ces coefficients du calcul de structure électronique. Et une fois qu'on a fait ça, on connaît ces coefficients, G, B4, A3, etc., et les deux fréquences.
et on peut tout simplement regarder la solution de ces deux petites équations du mouvement. Donc ça, c'est l'équation du mode infrarouge forcé par le pulse. Vous pouvez oublier ces couplages non linéaires, ils ne sont pas extrêmement importants, ils changent un petit peu la dynamique. Et puis, la réaction du mode Raman, donc plus lent, avec le couplage ici, le terme ici à droite, qui est très important, qui vient du couplage anharmonique entre les deux modes de phonon. Alors maintenant, regardez le point important. Le point important, vous pouvez déjà le voir au niveau de ces équations du mouvement. Le point important, c'est qu'on force le mode infrarouge. Donc tout le monde sait, on force le mode infrarouge, il va se mettre à vibrer à la fréquence du forçage. Et donc Q carré, ça va être quelque chose qui va être proportionnel à cosinus carré du temps, de oméga t. Mais cosinus carré de oméga t, c'est quelque chose qui a une valeur finie en moyenne, qui vaut 1,5. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il y a un terme constant à droite de cette équation, ce qui veut tout simplement dire que pour retransformer cette équation dans l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique habituel, il faut donner un déplacement fini au mode de phonon considéré. Et ça veut donc bien dire qu'on va avoir déplacé la position d'équilibre du mode Raman, exactement comme le petit cartoon de mes deux oscillateurs non linéaires couplés que je vous montrais tout à l'heure. Alors, il y a une autre manière de comprendre ça, un petit peu meilleure, je pense. Elle consiste à remarquer que le mode infrarouge a une fréquence beaucoup plus rapide que le mode Raman. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ce potentiel, ici, et le moyenner en temps sur le mode rapide. Donc, c'est toujours une bonne idée en physique, quand on a une séparation d'échelle de temps, de moyenner sur les modes rapides. Donc, on va prendre ce potentiel, on fait une moyenne sur le mode rapide, et ce qu'on trouve, c'est ça. Ça, c'est donc le potentiel effectif induit pour le mode Raman, une fois qu'on a pris la moyenne temporelle sur la dynamique forcée du mode infrarouge rapide. Et donc, vous voyez ici que ce nouveau potentiel pour le mode Raman, à cause du terme linéaire en QR ici, il va avoir un minimum déplacé. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce potentiel ici a une partie linéaire une fois ce mode excité, et donc va avoir son minimum déplacé soit vers la droite, soit vers la gauche. Ça dépend du signe du couplage G. Vous pouvez calculer la nouvelle position déplacée, et donc vous voyez que quand ce terme n'est pas trop petit, eh bien, le déplacement de la nouvelle coordonnée d'équilibre du mode Raman est proportionnel évidemment à la constante de couplage entre les deux modes de phonon, et puis proportionnel au carré de l'amplitude donnée au mode qu'on a forcé. Voilà, donc ça illustre exactement le phénomène de ces deux oscillateurs couplés. On a au départ un potentiel qui a son minimum à Q égale 0 pour le mode Raman. On agite le système avec le pulse, et ce qu'on va faire, donc ça c'est la dynamique rapide du mode infrarouge, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un déplacement fini au mode Raman. Alors, le plot qui est ici, le graphe qui est ici, représente les choses avec en plus un amortissement du système. Donc on suppose qu'une fois le pulse passé, ce mode infrarouge va relaxer, et évidemment, du coup, le déplacement Raman va relaxer aussi sur une certaine échelle de temps. Mais dans le futur, quand on aura des pompes qui seront des pompes continuous wave, donc on pourra exciter dans le domaine de l'infrarouge moyen ces solides avec non pas des pulses de quelques femtosecondes ou dizaines de femtosecondes, mais avec des pompes continues, on peut imaginer qu'on déplace le mode et qu'il reste déplacé, sans même que le système nécessairement ait besoin de franchir une transition de phase pour ça. Bon, alors voilà une petite intégration numérique de ces équations du mouvement. Donc ce que vous voyez ici, c'est sans amortissement. On a donné ici une petite vibration, simplement donnée par l'amplitude des vibrations thermiques au mode Raman. Ici, la pompe arrive et on déplace le mode Raman. Il vibre autour d'une nouvelle position d'équilibre déplacée avec
une fréquence qui peut être très légèrement différente, mais qui est en gros quand même à peu près la même que la fréquence de départ. Et ici, c'est en présence d'un amortissement, d'une relaxation de la pompe. Donc on le déplace, et puis progressivement, il va revenir vers sa position d'équilibre. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait, j'emploie quand même le conditionnel pour être présent, pour être prudent, ça pourrait expliquer les résultats de l'expérience de Rini sur PCMO? Eh bien parce que, comme vous avez vu, dans ce système, le couplage non linéaire est tel qu'une excitation du mode à 70 et quelques millieV correspond à un couplage non linéaire à un phonon qui défait un petit peu la distorsion du système, donc il le ramène plus proche de la symétrie cubique. Et on a vu, donc je vous rappelle qu'au cours, je ne sais plus, 4, quelque chose comme ça, on a vu que quand on regardait cette série de matériaux, ramener le système vers un système qui a moins de distorsion a tendance à faire franchir la transition de l'isolant de Mott vers le métal pour deux raisons. D'une part, parce que l'angle étant un peu plus près de 180 degrés, eh bien, on a une largeur de bande un peu plus grande, mais aussi et surtout parce que la dégénérescence, la levée de dégénérescence au sein du multiplet T2G s'abaisse et on a les niveaux plus dégénérés, ce qui augmente considérablement la valeur du U critique pour la transition de Mott. Donc pour ces deux raisons, ça je vous rappelle, c'est le cours 4 je crois, pour ces deux raisons, emmener le système vers une structure qui est moins distordue va avoir tendance à favoriser le métal. Donc ici, ce que je vous ai montré, ce que je vous montre, c'est un calcul qui utilise la théorie de champ moyen dynamique sur la structure électronique de ce matériau. Pour la structure réelle à l'équilibre orthorhombique distordue, donc vous voyez, on a un isolant avec un gap au niveau de Fermi, et pour la structure idéale cubique, donc où on aurait complètement défait la distorsion, et vous voyez qu'ici on a un métal avec une bande de quasi-particules au niveau de Fermi. Alors, ceci étant dit, la question reste encore ouverte, à mon avis, de savoir si les fluences des pompes qui sont disponibles actuellement dans les expériences sont suffisamment grandes pour effectivement changer la structure de manière suffisamment grande pour qu'on franchisse cette transition isolant-métal. Donc, il y a un certain angle critique au-delà duquel on va passer dans la phase métallique. Et la question est de savoir si les fluences de ces pompes sont suffisamment grandes pour qu'effectivement ce soit ça l'explication de ces expériences et qu'on ait bien effectivement changé de manière transiente la structure du système suffisamment pour la faire basculer du côté métallique. Pour être tout à fait honnête, ça c'est à mon avis une question qui est quand même encore ouverte dans ce domaine. Mais en tout cas, c'est une explication plausible. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'évidence directe qu'on a effectivement changé de manière transitoire la structure du système. Et ça, vous allez le voir un petit peu plus tard dans ce cours par les expériences de diffraction aux rayons X résolues en temps en utilisant les lasers à électrons libres. Avant de faire ça, je voudrais quand même vous signaler que j'ai parlé de couplage Q carré infrarouge Q Raman. Mais pour la petite histoire, il existe une autre possibilité, c'est que pour des modes Raman qui n'auraient pas la symétrie AG, c'est-à-dire qui ne se transformeraient pas qui ne correspondraient pas à une représentation identité du groupe de symétrie cristalline, eh bien le couplage Q carré Q n'est pas possible. Le couplage qui est possible, c'est le couplage Q carré Q carré. Donc Q carré infrarouge, Q carré Raman. Donc pourquoi c'est vrai ça? Je l'ai expliqué ici, tout petit peu d'argument de symétrie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le mode Raman se transforme comme la représentation identité, les déplacements plus Q et moins Q ne sont pas reliés par symétrie, et, puisque ce mode ne brise pas la symétrie, et donc il n'y a aucune raison qu'un couplage linéaire en Q ne soit pas permis. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas permis, il est donc permis, et donc on a un couplage Q carré Q. En revanche, si le mode Raman se transforme sous
une représentation qui n'est pas la représentation identité, donc par exemple une représentation B1G, disons, eh bien ce mode brise la symétrie. Les structures avec plus Q et moins Q vont avoir une énergie égale, et donc le couplage linéaire en Q est interdit. Le premier couplage permis va être en Q carré. Donc dans ce cas-là, le seul couplage permis va être Q carré infrarouge, Q carré Raman. Alors, une autre manière de voir ça, c'est que l'énergie doit être un scalaire. Donc ça veut dire que quand je fais le produit tensoriel des différentes représentations qui correspondent aux termes que j'ai mis dans mon énergie, je dois trouver que l'identité est un élément est bien contenu dans ce produit des représentations. Donc on peut vérifier ça dans le cas que j'ai décrit tout à l'heure de PCMO. Vous vous souvenez, on avait un couplage Q carré B1U Q AG, et si je fais le produit de ces trois représentations, je trouve bien que ce produit contient l'identité. En revanche, si ici, le mode Raman était un mode qui n'était pas l'identité, mais qui était par exemple un mode B1G, il faudrait multiplier deux représentations B1G avec la représentation qu'on excite pour trouver l'identité. Donc de nouveau, on trouverait bien que c'est un couplage Q carré qui est possible. Alors on a trouvé des exemples, avec Alaska Soubedi, on a trouvé des exemples où effectivement c'est comme ça que ça marche et qu'on a un couplage Q carré. Ceci étant dit, c'est peut-être des exemples un peu académiques parce que si on a un couplage Q carré, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir générer des paires de phonons qui ne soient plus au point gamma, qui soient des phonons K et moins K, et donc exciter beaucoup de choses dans le système. Donc je ne sais pas si ça a une pertinence vraiment pour les expériences. En tout cas, si on veut jouer avec des oscillateurs harmoniques couplés, c'est assez rigolo. Donc voilà un exemple. Il s'agit de l'anthane cuivre-oxygène, le fameux composé parent des cuprates supraconducteurs. Et là, on a trouvé que quand on excitait toujours ce mode où on agite les octaèdres, eh bien, le phonon qui avait un couplage non linéaire fort, c'était un phonon B1G, et le paysage d'énergie a une tête tout à fait différente. Vous voyez qu'il est une parabole, et puis au-dessus d'une valeur critique du déplacement du mode infrarouge actif, il acquiert une forme en double puits. Donc vous voyez bien la symétrie Q donne moins Q dans ce cas-là, qui n'existait pas avant. Et donc ça donne une dynamique, si on joue avec ces oscillateurs harmoniques, qui est différente. Ça donne une dynamique qui ressemble beaucoup plus à celle d'un oscillateur paramétrique. Pourquoi? Parce que maintenant, dans le terme de droite, pour le phonon Raman, eh bien, j'ai un terme qui n'est pas juste en Q carré, mais qui est en Q Raman Q carré. Donc vous voyez que c'est un terme, en fait, qui correspond à une renormalisation de la fréquence du phonon Raman. Donc ici, Q carré infrarouge va être le forçage, donc ça va être quelque chose qui est en sinus carré ou cosinus carré oméga t. Et donc ça correspond à une modulation en temps de la fréquence de l'oscillateur harmonique. Donc c'est quelque chose qui est différent du cas précédent. Et la dynamique de ce système d'oscillateurs couplés est assez marrante. On commence, pour un forçage pas trop fort, à avoir une dynamique où on n'a pas de rectification du phonon, c'est-à-dire pas de déplacement de la coordonnée moyenne. Donc vous voyez ici, la pompe arrive et on continue à osciller autour de la position d'équilibre, à la différence du cas précédent, mais avec manifestement un changement considérable de la fréquence du phonon Raman. Et ça correspond bien effectivement au fait qu'on modifie la fréquence du phonon Raman, et si je moyenne sur le phonon infrarouge, eh bien on modifie sa fréquence de cette manière-là. C'est facile de voir ça. Vous calculez de nouveau ce potentiel effectif par moyennage en temps sur le phonon rapide, vous trouvez ça. Donc vous voyez qu'il y a un amollissement ou un softening de la fréquence du phonon Raman, et c'est ce phénomène-là qu'on voit ici. Et puis quand ce softening va atteindre une certaine valeur critique, ça veut dire que la courbure du potentiel effectif moyenné en temps change, et donc il y a une instabilité du système, et c'est ce qu'on voit là dans la dynamique qui est là. Vous voyez qu'au-delà d'une certaine valeur critique de la pompe, eh bien on déplace le phonon Raman vers une position d'équilibre modifiée. Donc ça, c'est une dynamique un peu différente où, pour induire le déplacement de la structure, il va falloir
une valeur critique de la fluence de la pompe, à la différence du cas précédent, où on pouvait le faire quelle que soit la fluence de la pompe et où ça dépendait quadratiquement de la fluence. Bon, ici, il faut une valeur critique, et on peut jouer avec cette équation du mouvement, qui est une équation de Mathieu, calculer le seuil critique pour la fluence, etc. Je ne sais pas quelle est la pertinence de tout ça pour une expérience, dans la mesure où ce type de perturbation, enfin ce type de couplage, va induire pas mal d'excitation de phonons à des moments finis, à des impulsions finies. En tout cas, pour l'instant, ce type de dynamique-là, à la différence de la précédente, n'a pas été réalisé expérimentalement, à ma connaissance. Alors, toujours pour finir sur cet exemple peut-être un peu académique mais amusant, ce qu'on peut voir, c'est que si je regarde ce potentiel moyenné en temps, eh bien en fait, il y a un certain intervalle d'amplitude de forçage, donc de fluence de la pompe, dans lesquels le potentiel instantané serait nominalement instable, mais le potentiel moyenné en temps continue à avoir son minimum à Q égale 0. Et donc ça fait beaucoup penser à la stabilisation dynamique d'un pendule, donc c'est le phénomène de Kapitsa, que je vais essayer de vous montrer ici, je ne sais pas si je vais y arriver, oui, si peut-être. Voilà, vous voyez que quand on vibre le point d'attache d'un pendule, eh bien on peut s'arranger pour qu'il oscille autour de sa position qui serait nominalement sa position d'équilibre instable en l'absence de forçage. Donc c'est exactement ce phénomène où, pour un certain intervalle de fluence de la pompe, le potentiel serait en fait instable, donc on aurait déjà passé le régime de rectification, mais en fait on continue à vibrer autour de cette position d'équilibre nominalement instable à cause du forçage. Voilà, donc si on réalisait ce Q carré, ce serait une réalisation dans un solide de ce phénomène du pendule de Kapitsa. Bon, alors tout ça me fait revenir un petit peu sur Terre, après ce couplage Q carré sur Q carré. Et ce que je voudrais vous montrer pour finir ce cours, c'est est-ce que tout ça correspond à une réalité expérimentale? Est-ce qu'effectivement on peut s'assurer de manière directe, par mesure de la structure transitoire, qu'on a effectivement modifié la structure et modifié la structure d'une manière compatible avec cette théorie, ces calculs de phononique non linéaire. Alors pour ça, il y a des très beaux instruments qui permettent de faire ça. Enfin, pour l'instant, il y en a un, et il y en a d'autres qui sont en train tout juste d'ouvrir, qui s'appellent des lasers à électrons libres, qui sont des instruments, des jouets extrêmement chers des physiciens, mais extrêmement intéressants, non seulement pour la physique, mais peut-être encore plus pour la chimie et pour la biologie, parce qu'elles permettent de faire des études structurales résolues en temps. Donc l'idée, c'est de fabriquer un laser cohérent dans le domaine des rayons X, pour le dire rapidement. Et pour ça, il faut des accélérateurs linéaires, tout au moins dans l'état actuel de la technologie, très longs. Et le premier qui a été réalisé, qui est en service depuis déjà un certain temps, c'est celui qui utilise le tunnel de l'accélérateur linéaire de Stanford, SLAC. Donc c'est le laser électronique qui s'appelle LCLS. Et les résultats expérimentaux que je vais vous montrer ont tous été faits par l'équipe d'Andrea Cavalieri à LCLS, qui était jusqu'à une date récente le seul laser à électrons libres, à ma connaissance, en service dans le monde. Je ne crois pas me tromper, il y a des spécialistes dans la salle. Et il y en a d'autres qui vont ouvrir, puisqu'il y a le laser électron libre du PSI en Suisse, et puis il y a surtout le projet ADESI du laser électron libre européen à Hambourg. Voilà, alors l'idée, c'est donc, est-ce qu'on peut regarder certains pics de Bragg dans la structure et regarder la manière dont leur intensité change en fonction du temps. Et une des premières manips qui a été faite dans ce sens, c'est toujours sur une manganite qui, elle, ne fait pas grand-chose quand on l'excite, elle était métallique, elle reste métallique. C'était plutôt une expérience pour montrer, de principe, pour montrer qu'on changeait effectivement la structure. Donc c'est cette référence ici, vous voyez, c'est des articles assez récents, 4 ans. Et ce que vous voyez ici,
ces changements d'intensité de pic de Bragg. Donc vous voyez, c'est quand même des choses autour du demi ou du pourcent. Hein. C'est pas des effets, c'est quand même des effets assez. Il faut faire des bonnes manifs, disons. La pompe arrive et cette réflexion de Bragg 0, 1, 2 change. Il y a des barres d'erreur évidemment ici, mais enfin clairement il y a un déplacement vers une valeur positive. Donc l'intensité du pic de Bragg augmente. Ici, elle diminue d'une valeur qui est proche du pourcent. Hein, donc ceci montre qu'effectivement, sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de quelques picosecondes, on a effectivement changé la structure du système. Alors est-ce qu'on peut être plus quantitatif? Alors une fois qu'on a eu développé avec Alaska cette théorie et qu'il a développé ses calculs pour prédire quantitativement quel phonon était couplé à quel phonon et comment la structure pouvait changer, cette théorie a été appliquée au cas de Ibakuo, pour lequel les expériences du groupe de Hambourg avaient montré que sous pompage, on avait une sorte de supraconductivité induite par le forçage. Et donc la question se posait de savoir quelle était la structure transitoire induite par le forçage. Donc ça, c'est une très belle expérience qui a été faite il y a 2 ans maintenant par Roman Mankowski à LCLS. Et voilà l'idée. Donc ça, c'est Ibakuo. Vous reconnaissez les plans cuivre-oxygène, les chaînes. Et dans cette expérience, c'est un forçage des oxygènes dans les chaînes qui est fait, pas directement dans les plans. Et voilà les résultats expérimentaux. Donc vous voyez, il y a 4 pics de Bragg qui ont été mesurés. Et pour chacun de ces pics de Bragg, il y a un changement d'intensité. Quand le forçage arrive, ce changement peut être vers des intensités plus faibles ou des intensités plus grandes, et il a une amplitude qui est différente selon les différents pics de Bragg mesurés. Donc pour la théorie, c'est quand même très contraignant, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on s'est donné une amplitude, une fluence donnée, donc une amplitude du mode unique qui est le mode infrarouge excité, on doit être capable de calculer l'ensemble des couplages non linéaires aux phonons ramants actifs qui ont un couplage non linéaire fini avec le mode qu'on a excité. Et il n'y a aucun paramètre ajustable, sauf l'amplitude globale du mode excité. Calculer à partir de tous ces modes ramants déplacés la manière dont chacun des pics de Bragg change et voir si c'est compatible avec ces résultats expérimentaux. Alors, il se trouve que c'est assez compliqué dans ce système parce que comme c'est un système qui a une grosse maille unité, il y a beaucoup de phonons et il se trouve qu'il y a pas mal de phonons qui, à la différence des cas précédents, avaient un couplage significatif avec le mode excité. Donc là, on en a trouvé au moins 4 qui couplaient de manière importante avec le mode excité. Donc vous voyez ici, ça c'est un calcul comme le calcul précédent. On donne une certaine amplitude qui a été fixée ici au mode infrarouge actif qu'on excite et on calcule le paysage d'énergie en fonction de la coordonnée du mode ramant. Et là, on l'a représenté pour plein de phonons du système. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne font rien du tout, hein, qui ne sont pas du tout changés, où le couplage non linéaire est essentiellement 0. Et puis, il y en a 4 ici, qui sont ceux représentés en couleur, pour lesquels on voit clairement un couplage de type Q carré Q, avec un déplacement de la position d'équilibre de cette position d'origine à une nouvelle position, qui est ici indiquée par une flèche. Alors, on peut prendre la nouvelle structure, qui correspond à un déplacement de ces modes ramants à ces valeurs-là, calculer les nouveaux pics de Bragg et regarder si ça marche avec les expériences. Et le résultat est ici. Et vous voyez que ça marche très bien. Donc ça, c'est les mesures avec les barres d'erreur. Et ça, c'est le calcul théorique. Et vous voyez que c'est assez discriminant, puisqu'il y a certains pics de Bragg dont l'intensité augmente, certains pics de Bragg dont l'intensité diminue, avec des amplitudes qui sont différentes pour les différents pics. Donc c'est quand même assez difficile de trouver un accord bon avec l'expérience pour des raisons, je dirais, de coïncidence. J'ai dit qu'il y avait un seul paramètre ajustable. J'ai un tout petit peu triché en disant ça. Il y en a en fait, disons, 2. Il y a l'affluence, la manière dont une fluence donnée de la pompe se transfère en une amplitude de vibration du mode infrarouge qu'on excite. Donc ça, c'est un premier paramètre, qui pourrait d'ailleurs aussi être calculé ab initio.
C'est un élément de matrice du couplage dipolaire qu'on n'a pas calculé, mais qu'on devrait pouvoir calculer. Et puis, il y a un autre paramètre pour fitter aux expériences, qui est le taux de relaxation de ces modes. Et ça, c'est quelque chose qui a été ajusté, disons, de manière phénoménologique en intégrant ces équations du mouvement. Mais enfin, même si on ne regarde pas ce taux de relaxation, on peut juste regarder l'amplitude du phénomène au début, juste après l'arrivée de la pompe, et voir si les différents modes de Bragg réagissent comme la théorie le dit. Et donc, vous voyez que ça marche très bien. Donc, en fait, essentiellement, on a une théorie prédictive pour dire comment la structure change quand on l'excite, quand on secoue l'échafaudage avec un certain mode structural donné, par couplage non linéaire aux autres phonons ramants. Alors, quels sont ces modes qui sont excités dans cette structure, entre parenthèses? Eh bien, ce sont des modes qui, en fait, correspondent, dans le cas de IBAQO, à des modes où on augmente le buckling, l'ondulation, la non-planéité des plans cuivre-oxygène, où on décroît un petit peu la distance des oxygènes apicaux par rapport à ces plans. Et ça nous a pas mal surpris, à vrai dire, parce qu'on espérait les effets exactement opposés, il faut bien dire. Les effets opposés sont connus pour augmenter la supraconductivité dans les cuprates. C'est-à-dire, on sait que dans les cuprates, quand on rend les plans plus plans et qu'on éloigne les oxygènes apicaux, on fait un meilleur supraconducteur. Et donc, on espérait, en faisant ces calculs, et en faisant ces expériences, on espérait trouver que c'était ça qui se passait. Ben, c'est l'inverse qui se passe, donc dommage. En revanche, il y a aussi des choses qui semblent aller dans le bon sens. En particulier, il y a un mouvement des plans qui font que la distance, IBAQE est un système à biplan, que la distance à l'intérieur du biplan augmente, et donc la distance entre les biplans diminue, ce qui est responsable de l'augmentation du couplage Josephson entre les biplans. Donc ça pourrait aller dans le bon sens pour expliquer l'augmentation de la supraconductivité qui a été vue dans ces expériences. Bon, alors, en fait, l'ensemble du cours d'aujourd'hui n'était pas tellement focalisé sur les phénomènes qu'on peut induire dans ces systèmes, mais plutôt vous montrer qu'on pouvait contrôler la structure de ces matériaux avec les pulses lumineux. Mais ça serait quand même dommage de terminer ce cours sans mentionner certains des résultats un peu spectaculaires de ce domaine. Donc, j'ai parlé de transition induite isolant métal par excitation de ces modes infrarouges. Il y a eu depuis quelques années des expériences qui ont suggéré une augmentation ou une induction de la supraconductivité dans ces systèmes. Je vais juste rapidement vous montrer quelques exemples, juste de manière un peu culturelle. La première expérience, c'est une expérience qui a été faite sur LSCO, en fait substitué en europium sur le site du Lantane. Et cette expérience était une expérience dans laquelle ce qui était excité, c'était un mode du plan cuivre-oxygène. L'idée étant que ce matériau a été choisi à une concentration telle qu'on est juste à l'endroit où la supraconductivité est supprimée par l'onde de densité de charge dans ce cuprate, donc ces stripes qui se forment, qui suppriment la supra. Et l'idée, c'était, est-ce qu'avec l'excitation résonante d'un mode du plan, on pouvait supprimer ces stripes et donc faire réapparaître la supraconductivité. Donc c'est effectivement ce qui se passe, semble-t-il, dans ce matériau-là. Une deuxième expérience, c'est celle qui a été faite sur IBAQO, où cette fois on n'est pas dans un régime de stripes, on est dans un régime sous-dopé où le système est déjà un supra, et ces expériences suggèrent qu'il y a un renforcement de la supraconductivité, donc on peut partir de la phase normale, exciter ces phonons dont je parlais tout à l'heure, et induire une très grande augmentation de la conductivité sigma à basse fréquence, mesurée de manière résolue en temps, qu'on peut interpréter comme de la supra, en particulier quand on mesure en même temps sigma 2, on voit quelque chose qui est en gros en 1 sur oméga à basse fréquence, qui est le signe distinctif d'un supraconducteur. Et puis la dernière expérience, peut-être la plus spectaculaire qui a été faite dans ce domaine, c'est celle qui concerne les supraconducteurs organiques qu'on appelle les fullerènes, où dans K3C60, ces gens-là ont montré qu'il y avait une supraconductivité, qu'il pourrait y avoir une supraconductivité induite par l'excitation par ces méthodes d'un mode de vibration interne intramoléculaire de ces molécules de C60.
Alors, comment est-ce que ça pourrait marcher tout ça? Juste pour conclure, je voudrais juste vous ouvrir, disons, sur une possibilité un peu différente de celle que j'ai mentionnée jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'était une modification transitoire de la structure par couplage non linéaire entre deux modes de phonons, et j'étais passé allègrement sur le fait qu'on modulait d'abord et avant tout un phonon infrarouge, en disant, bon, ben, ce mode de phonon infrarouge, ce n'est pas le responsable direct de la physique. Ce qui est responsable de la physique, c'est qu'on couple un phonon de structure qui va changer la structure de manière transitoire. Mais on peut aussi se poser la question de savoir ce que le couplage direct, la vibration induite directe de ce phonon infrarouge fait. Et en fait, dans les composés organiques au moins, il a été montré par ces auteurs que le couplage direct à ce phonon infrarouge pouvait changer la valeur des interactions électroniques. Et en gros, la raison, c'est la suivante, c'est que si on développe l'interaction électron-phonon en puissance du mode de phonon excité, eh bien, on va générer des termes de ce genre. Les termes linéaires sont en fait interdits par symétrie dans le cas qui avait été considéré par ces auteurs-là, dans une structure centrosymétrique. Et donc, vous voyez qu'il existe un terme, en fait, où il va y avoir un couplage entre Q carré et la double occupation électronique locale. Et donc, ça veut dire que, puisque quand on excite le phonon rapide infrarouge, ce Q carré a une valeur moyenne finie, c'est la valeur moyenne d'un cosinus carré, de nouveau le même argument, on va donner un certain déplacement, cette fois, à la constante de couplage U, déplacement qui va quand même être modulé, mais cette fois à 2 fois la fréquence oméga IR, mais vous voyez que ce truc a une valeur finie, qui va être positive ou négative selon les cas. Donc, c'est un peu pour finir ce cours, de montrer que le couplage direct, l'excitation directe du mode infrarouge pourrait, dans ces systèmes, aussi changer les fameuses interactions entre électrons. Et c'est une des explications qui a été proposée dans notre équipe, donc par Min-Jae Kim, qui est là, et dans une étude résolue en temps par Giacomo Mazza, qui est là aussi, pour expliquer le phénomène de la supraconductivité induite par la lumière dans les fullerenes. L'idée étant dans ce cas-là qu'on change ces constantes de couplage de manière dépendante de l'orbital et qu'on peut, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer là, que ça permet d'expliquer, enfin on sait qu'une telle perturbation effectivement change la nature de l'état supraconducteur, de manière quantitative, pas qualitative. Il y a d'autres explications qui ont été proposées par ce phénomène, par ces auteurs, et je n'ai pas le temps de les décrire en détail. Voilà, donc je vais finir ce cours, et pour le conclure, je vous ai donc décrit un certain nombre d'effets qui montrent, je crois de manière convaincante, qu'on peut, en agissant dans ces belles expériences avec avec un pulse qui couple à un mode infrarouge actif donné, induire un déplacement, une modification de la structure cristalline du système. Il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer. Il y a en particulier un très joli travail récent, théorique puis expérimental, qui a montré qu'il était possible de renverser la polarisation d'un ferroélectrique par ce genre de technique. Donc, ces articles sont maintenant publiés. Et Andrea en a parlé un petit peu dans ses cours ici. Vous pouvez regarder ça sur le web, il y a la vidéo. Il y a d'autres exemples également, par exemple l'excitation la modification de la transition magnétique des nickélates par pompage du substrat STO sur lequel ces couches de nickélates avaient été faites. Ça, c'est un papier de Caviglia et al. Que vous pouvez regarder également. La conclusion générale, si vous voulez, c'est qu'on peut induire différents types de phénomènes, soit par modification transitoire de la structure par phononique non linéaire, soit par modulation directe d'une constante de couplage du système, simplement à cause du forçage du phonon infrarouge qu'on excite. Voilà, alors ça conclut un petit peu l'ensemble de ce cycle de cours. Comme vous avez vu, au cours de ce cycle de cours, on a passé en revue, assez rapidement à cause du format, un certain nombre de nouvelles voies pour contrôler les propriétés des oxydes, donc principalement au cours des cours et des séminaires, des films minces
sur des substrats bien choisis et des hétérostructures, mais aussi au cours de ce dernier cours, le contrôle sélectif, disons, par la lumière. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette série de cours. On voit comment on passe de techniques de contrôle qui sont les techniques de contrôle, disons, classiques du chimiste et du physicien, à des techniques de contrôle différentes qui utilisent ces différentes méthodes. Ça ne veut pas du tout dire que ces techniques sont appelées à complètement remplacer les autres, ça veut dire que maintenant on peut aborder ces questions par des approches, disons, complémentaires et nouvelles. Je vous rappelle une dernière fois que bien que ce soit la fin de ce cycle court séminaire, on aura encore un séminaire le mardi 13 juin par Ole Eriksson, et je vous remercie d'avoir assisté à ce cycle.